nous allons passer à Zara. Maintenant, au niveau de la mesure des composés organiques volatiles en zone industrielle sur l'étang de Berre. Et c'est une thèse, effectivement, Zara est en dernière année. Elle est sous la direction de Stéphane Sauvage de l'IMT de Douai. Et effectivement, elle travaille avec nous depuis déjà pas mal de temps. Zara, tu as la parole. Est-ce Merci que tu nous beaucoup. entends? Voilà, Je vous merci. entends. Vous voyez mes slides? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Zara Bilmouhoub. Je suis doctorante en deuxième année, en fin de ma deuxième année. Donc, je travaille, je suis en thèse CIFRE avec l'IMT Nord-Europe et bien sûr Atmos Sud. L'intitulé de ma thèse, c'est de développer une nouvelle approche en temps réel sur les analyses de COV, donc des composés organiques volatiles, dans un site industriel à l'étang de Berre. Donc, pour commencer, pourquoi déjà on parle de COV? Donc, les composés organiques volatiles regroupent plusieurs familles de composés chimiques. On trouve des alcanes, des alcènes, des aromatiques. Et ces COV proviennent de multiples sources, comme illustré ici. Donc, on trouve les industriels, le trafic routier et aussi le biogénique. Et ces COV peuvent avoir un impact direct, primaire, donc tel que le benzène et le chlorure de vinyle monomère, ainsi que l'entrope d'ADN, qui sont des composés cancérigènes. Et aussi, ils peuvent avoir des effets secondaires. Une fois ces composés sont émis dans l'atmosphère, peuvent réagir avec d'autres oxydants qui se trouvent dans l'air pour former d'autres polluants. Comme ici, on trouve l'ozone et les aérosols organiques secondaires. Et ces polluants, ils sont connus pour leur impact néfaste sur la santé humaine et ainsi que sur l'environnement. Et maintenant, pourquoi on s'intéresse exactement à la zone de l'étang de Berre? Dans cette région, on trouve plusieurs industriels, notamment des industriels très puissants ou avec des émissions très importantes. On trouve parmi ces industriels l'une qui a des émissions une production française de 25% du chlore ainsi que 40% du chlore du vinyle monomère. Comme je vous l'avais dit, c'est un composé qui est aussi cancérigène. Et aussi, des études dans cette région ont montré donc les seuils de l'ozone et de particules ont été dépassés pour l'année 2018 et ces dépassements continuent jusqu'aujourd'hui. Donc ça, elle a été prouvée par Benjamin Chazot. Et aussi, on a une autre étude qui a montré qu'on avait 1400 décès prématurés ainsi que plus de 1800 hospitalisations liées aux particules fines entre 2010 et 2018. Donc, c'est pour cela qu'on s'intéresse aux émissions de COV dans cette région plus exactement. Donc maintenant, je vais vous montrer plus en détail notre zone d'étude. Donc, elle se situe donc dans le sud de la France. Elle a un fort ensoleillement ainsi que des masses d'air très spécifiques. On trouve les brises de terre, les brises de mer. On a le Mistral et aussi les vents d'Est. De multiples sources. On a le transport routier ici en jaune. On a le deux ports, pour celui le port de Fos pour la marchandise et ainsi le port de Marseille qui est donc parmi les top 5 des grands ports de la Méditerranée. Et aussi, on a trois grands complexes dans la métallurgie et la pétrochimie. Et aussi, sans oublier que cette zone, elle est juste à côté de Marseille, qui est donc la deuxième ville la plus peuplée en France. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à la santé liée de cette population. Donc, à cet effet-là, donc Atmosud a déployé trois analyseurs de COV, donc à Berlétan, Martigny-Glavérin ainsi à Port-de-Bouc. Donc, ces analyseurs ont été déployés stratégiquement par rapport à des études qui ont été déjà menées dans la région, qui ont montré que ces sites ils étaient influencés par les émissions industrielles. Donc pour cela, l'objectif de ma thèse est d'arriver à identifier différentes sources de COV dans cette région à l'aide des modèles statistiques et à l'aide aussi de machine learning. Je vais essayer de développer un modèle, un outil pour la prédiction des événements de pollution liés à l'ozone et aux particules. Donc pour cela, la méthodologie à suivre en premier lieu, c'est l'observation des différentes des mesures des COV sur les trois sites, donc à l'aide des GCFID, donc c'est des chromatographies gazeuses.
Ensuite, la deuxième étape, c'est donc de mettre en place un protocole assurance qualité, contrôle qualité et la validation de données, ainsi que un calcul d'incertitude. Et la troisième étape, c'est donc d'arriver à identifier les différentes sources de COV et réaliser une analyse descriptive. Donc pour commencer, je vais vous montrer d'abord nos analyseurs qui se retrouvent dans les trois stations. Donc c'est des Armovoc, donc c'est de type JCFID, donc chromatographie phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme, avec deux chaînes analytiques, une de 2 à 6 carbone et une autre de 6 à 20 carbone. Et ces analyseurs sont aussi liés à d'autres instruments. On trouve donc l'Airmo Pure qui est un générateur d'air. On a l'Airmocal qui sert donc à la calibration ainsi qu'à l'échantillonnage et l'hydroxychrome donc qui produit de l'hydrogène. Donc, à l'aide de ces analyseurs, aujourd'hui, on mesure dans les trois stations donc 44 COV. On trouve donc 21 sur la chaîne de 2 à 6 carbone et 23 composés dans la chaîne de 6 à 20 carbone. Donc, parmi ces composés, on trouve des composés listés par la directive européenne. Donc, c'est parmi 31 précurseurs d'ozone. D'autres polluants émergents cités par l'ANSES. Et aussi, on trouve deux composés, dont le vinylchloraminimer monomère, ainsi que le N2-déchloroéthane. Donc, c'est des composés qui sont issus des évaluations de risques sanitaires menées dans la région du Bouches-du-Rhône. Donc, suite à ce travail, j'ai développé dans la fenêtre de assurance qualité contrôle qualité, j'ai développé un calcul d'incertitude. Donc, il va servir comme un indicateur donc un indicateur de confiance pour nos mesures. C'est un indicateur de qualité. Donc, pour cela, j'ai utilisé des paramètres liés aux conditions environnementales du site. Donc, on trouve des paramètres liés à la pression, à la température, d'autres paramètres liés à l'équipement ainsi que l'échantillonnage. On trouve la ligne d'échantillonnage, filtre à particules, et d'autres paramètres liés à la calibration et à la performance de l'instrument. Dont l'incertitude liée à la précision, l'incertitude liée à la calibration et d'autres paramètres. Et pour ces paramètres, je me suis référé à deux documents de référence. On trouve donc la norme benzène qui est imposée par la directive. Pour juste le benzène, c'est le seul COV réglementé aujourd'hui. Et aussi avec une incertitude limite de 25% pour une concentration de 5 microgrammes par mètre cube. Et aussi, je me suis référé à l'approche Actrice. Donc, Actrice, c'est une infrastructure de recherche des gaz traces ainsi que des aérosols qui a développé un calcul d'incertitude aussi. Donc, à la fin de cette partie, ici, je vais pas vous montrer tous les résultats, mais juste un résumé de résultats que j'ai obtenus. En global, les incertitudes pour une concentration de 5 microgrammes par mètre cube sur tous les composés que j'ai calculés. Donc, l'incertitude, elle était entre 9% et 20%, donc selon chaque composé. Et pour le benzène, qui est les COV réglementés, on est à 9%, donc on est en dessous de la limite imposée par la directive de 25%. Donc, à la fin de cette partie, j'ai rédigé un rapport détaillé de tous les calculs d'incertitude que j'ai réalisés. Toute la partie métrologie sur les instruments. Et ce rapport, il est déjà disponible pour toutes les ASCA pour servir pour leur mesure des COV. Aussi pour ensuite on a voulu faire un truc aussi de plus c'est de mettre en automatique ce calcul d'incertitude de mesurer pour chaque concentration on aura une incertitude qui est liée à cette concentration. Pour justifier ça, chaque jour, sur les trois stations, on reçoit 216 chromatogrammes sur les analyseurs, donc ce qui fait 9504 pics à traiter par jour. Donc, on a vraiment une grande base de données. C'est pour cela qu'on a opté pour un outil qui s'appelle Incerterm où j'ai développé un module dans cet outil Incertaire qui va me permettre de se connecter à les bases de données d'Atmosud et de générer des bases de données, donc des fichiers Excel avec des concentrations ainsi que des incertitudes. Et je vais parler de pourquoi j'ai opté pour cet outil, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire. Maintenant, je vais vous parler de l'outil de modèle statistique que j'ai utilisé pour les résultats. C'est Positive Matrix Factorisation. C'est une approche c'est une analyse multifactorielle qui est basée sur la covariation ainsi que la conservation de masse des différents polluants. Et
Ce modèle va me permettre donc d'identifier donc des sources des sources de COV dans les différents sites. Et ici, donc, c'est ici que l'outil Inserter montre tout son intérêt, car les données d'entrée pour ce modèle incluent donc des concentrations des polluants ainsi que les incertitudes associées. Donc, l'outil qu'on a développé il va me permettre d'aller plus vite sur la partie résultat. Donc, et maintenant, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires qu'on a sélectionnés ces derniers temps. Donc, je vais présenter des résultats de l'une de nos stations qui est Berleton sur une période donc mars, avril et mai de l'année 2022 avec 21 COV. Donc, j'ai fait tourner mon modèle de 3 à 12 facteurs. Donc, et j'ai choisi de vous montrer donc les 7 facteurs parce que c'est là qu'il nous a montré, on avait plus de 80% de données qui ont été expliquées par le modèle et on a des profils qui sont très intéressants. Donc, avant de commencer, donc ici, on a les 21 COV qu'on a utilisés pour notre modèle. Donc, dans cet axe, on trouve donc la contribution des différents facteurs à l'espèce, et de l'autre axe, on trouve donc la contribution des espèces aux facteurs. Donc, la contribution, c'est les croix ici. Donc, les premiers facteurs qu'on a consolidés. Donc, on a en premier lieu donc le facteur 1 qu'on a appelé un facteur background, c'est un facteur de fond qui est bien sûr donc montré ici par l'éthane. On a le facteur 2 qu'on a appelé facteur évaporation du carburant, où on trouve donc des composés de 4 à 5 carbones. Donc, on a l'isobutane, un butane, isopentane et un pentane. Donc, c'est des composés qui font référence à l'évaporation du carburant. On a le facteur 5, donc, qui est un facteur, donc, c'est un facteur industriel monoespèce avec que de cyclohexane. Et aussi, on a le facteur 6, c'est un facteur aussi industriel aromatique. On trouve des espèces telles que le benzène, un pixylène, oxylène, ou toluène. Et le facteur 7 pardon, donc c'est un facteur aussi industriel euh, qu'on a mis aujourd'hui une hypothèse peut-être liée au bac de stockage. Donc c'est lié à des fuites de bac de stockage selon les roses de pollution que j'ai réalisées. Et donc ce facteur 7 il est indiqué par le N2-dichloroéthane, le benzène et aussi le 2,2-diméthylbutane. Et comme vous voyez, il me reste encore deux facteurs, donc le facteur 3 et le facteur 4 que je dois aussi investiguer plus pour savoir d'où ça vient. Est-ce que vraiment c'est des vrais profils ou c'est juste le modèle, il n'arrive pas à tout modéliser. Donc c'est en cours d'investigation. Donc ça reste pour la suite de mon travail. Donc pour conclure, je parlais juste des perspectives. Donc aujourd'hui, j'ai commencé mon travail sur une seule station, donc qui est Berlétan. Donc je dois faire le même travail sur les deux autres stations, donc qui est Port-de-Bouc et Martigravera, afin d'arriver à identifier les différentes sources, donc le nombre de facteurs optimal. Et aussi, je dois le tourner sur l'année 2023, donc j'aurai 2 années consécutives, donc 2022 et 2023. Et bien sûr, pour arriver à identifier ces sources, je dois aussi combiner avec des paramètres auxiliaires tels que les NOx ainsi que l'ozone. Et le but final, c'est aussi d'arriver à travailler avec une PMF Orlink. Donc, PMF Orlink, c'est une PMF qui va nous permettre d'automatiser donc l'identification des sources. Donc, parce qu'aujourd'hui, je travaille donc pour identifier, je travaille sur des périodes de 3 mois à 4 mois. Donc, la PMF Rolling, elle peut descendre jusqu'à une semaine, donc pour identifier les sources en temps quasi réel. Et aussi, donc, après, ensuite, c'est de développer le modèle pour la prédiction des événements de pollution donc liés à l'ozone et les particules, et d'arriver aussi à améliorer les inventaires d'émissions. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Zara. C'est impressionnant. Euh, la quantité d'informations que tu dois intégrer et les difficultés, effectivement, métrologiques que ça implique. Ouais. Euh, j'avais, euh, j'avais une question sur, comment dirais-je, sur les COV. Et je sais que l'IMT
notamment Thierry Léonardis m'a parlé d'un analyseur qui fait COV plus OX, plus des oxygénés. Ils ont des stations qui sont des COVOX, je crois qu'ils les appellent comme ça. Pardon, hein, je suis néophyte en la matière. Qu'est-ce que tu penses de cela? Parce que, en fait, il y a plusieurs observatoires. Je crois qu'au Grand Est, Atmora, je pense qu'il y en a un aussi à Airac et à Air Paris, qui sont équipés de ces stations-là. Euh, qu'est-ce que tu penses de ces Covox? Et enfin voilà, est-ce que tu les connais et en quoi ce serait utile pour nous de les avoir dans un environnement industriel que tu connais bien maintenant, là, qui est l'étang de Berre? Ah oui. Alors, je connais pas vraiment les Corvos, donc c'est vrai que j'ai entendu que les autres ASCA ils viennent de s'en équiper de ces analyseurs, mais je dirais peut-être ça dépend des sites. Alors nous aujourd'hui, je trouve à Berletton on a quand même assez de composés qu'on doit déjà d'abord les maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas. Là, je travaille sur 24 COV, mais il reste en mesure d'autres composés, mais aujourd'hui on ne les maîtrise pas encore. Euh, je dirais, ça dépend, pour moi, ça dépend des sites. Mais les convos aussi, ça permet aussi de mesurer plus de composés. Notamment, je pense, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est composé beaucoup plus, c'est des composés lourds. Donc pour aujourd'hui, je pense pour nos stations, surtout que dans la station de Berlétan, on a beaucoup plus de problématiques liées à l'indodichloroéthane, l'intropytadiène, beaucoup plus c'est des aromatiques. Donc je dirais qu'aujourd'hui, nous, Oui. on a déjà assez une large gamme de composés qu'on D'accord. mesure. Très bien, très bien. Il y a des questions sur euh, Brice nous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un facteur véhiculaire qui sortirait de l'étude PMF que tu nous as montré et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce facteur véhiculaire? Alors oui, effectivement, c'était aussi la question qu'on s'est posée parce que on n'a pas obtenu ce profil lié à le véhicule. Mais je dirais peut-être le fait que c'est un site industriel, donc on a beaucoup plus des émissions industrielles que peut-être le facteur véhiculaire, on n'arrive pas peut-être à le voir. Aussi, j'ai un problème vu que avec mon modèle, il n'arrive pas à modéliser tous les données d'entrée. Parce que sur certains composés comme le chlorure de vinyle monomère ou le 1,3-butadiène, on a des fois des pics de 300 microgrammes et le modèle, il n'arrive pas vraiment à tout modéliser ces 300 microgrammes. Donc déjà, mon modèle, il n'arrive même pas à se stabiliser aujourd'hui, mais quand même, on a pu expliquer certains profils de ce modèle. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas, j'ai pas observé le profil véhiculaire. Oui, du coup, ça nous renvoie effectivement des questions sur l'analyse et en quoi, en fait, on peut améliorer cette analyse PMF qui n'est pas facile hein, dans le contexte. Et est-ce qu'il y a des contraintes dans la littérature pour améliorer ton analyse PMF? Est-ce que tu as identifié des pistes potentielles qui pourraient t'aider? Alors, pour le moment, je dirais que notre site, il est un peu exceptionnel parce que dans la littérature, j'arrive pas vraiment à trouver des sites avec des concentrations assez importantes qu'on trouve, qu'on mesure nous dans nos sites. C'est la majorité des articles ou des études, sur des sites urbains. Donc, ils n'ont pas eu des problèmes liés à ces concentrations atypiques. Donc, je dirais que c'est quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi, même pour, je pense, l'école des mines à l'IMT. Donc, mais quand même, il y a des contraintes. Donc, c'est pour ça qu'on voulait passer à la PMF Rolling. Peut-être le fait de descendre sur la catégorie de 3 mois à, je sais pas, un mois ou une semaine, ça va peut-être nous permettre d'arriver à identifier plus les sources, peut-être de stabiliser un petit peu la PMF. Très bien, merci beaucoup. Euh, Très bien. Il y avait une question sur le nombre des stations équivalentes qui existent en France. Euh, euh, pour pouvoir recentrer un petit peu ton travail par rapport à ce qui a déjà été fait dans d'autres endroits, est-ce que tu as cette information? Alors,
J'ai pas vraiment un chiffre exact, mais je sais que la Normandie, Air Paris aussi, ils ont des chromatos. Après, c'est pas les mêmes types peut-être c'est pas les mêmes types de nos analyseurs. Il y a des Agilent, il y a d'autres aussi ils ont d'autres analyseurs, mais j'ai pas vraiment le chiffre exact. Et la majorité aussi des autres ASCA, ils travaillent sur des sites urbains et pas dans un site industriel. Donc, ce qui fait notre étude, nous, elle est un peu spécifique. Très bien, merci beaucoup. Il y a Liselotte, merci Liselotte d'être parmi nous, et Barbara, bien sûr, qui nous disent que les corvaux, hein, par rapport à ma question de tout à l'heure, sont intéressants, mais que là, bon, c'est pas le sujet de ta thèse véritablement, et que donc, à voir dans un deuxième temps. Il y a déjà suffisamment de travail avec toutes les données que tu as à traiter. Euh, oui, alors il y avait une question sur l'IA précédemment, c'est-à-dire en quoi l'intelligence artificielle peut, comment dirais-je, pourrait t'aider sur l'analyse effectivement PMF. Alors je rappelle que dans l'IA, il y a beaucoup de choses, hein. L'IA, ça peut être une simple régression linéaire, comme ça peut être l'étude PMF en est un, en fait, hein. Donc faut faire attention à ce qu'on dit avec l'utilisation de l'acronyme IA. Mais effectivement, est-ce que tu as des pistes vis-à-vis de ça? Et comment tu pourrais répondre à cette question? Euh, Alors, pour la PMF, on n'a pas d'IA associée à la PMF. Mais je pense parce que c'est un modèle déjà à part. Mais j'ai parlé de l'intelligence artificielle, j'ai parlé beaucoup plus des modèles, donc machine learning, que je dois utiliser en troisième partie de ma thèse, donc qui est de développer peut-être un modèle pour la prédiction des événements de pollution liés à l'ozone et aux particules. Mais l'IA intégrée à la PMF, je sais pas, j'ai pas entendu encore, mais à voir d'accord. aussi. Et là-dessus, alors, tu as commencé à travailler sur la prédiction ou pas? Parce que si tu vas utiliser quoi? Des outils statistiques en fonction de la base de données que tu as créée. Comment intégrer en fait le caractère extrêmement erratique des dysfonctionnements industriels que l'on observe autour Ah de oui. l'étang de Berre? Comment tu penses pouvoir intégrer cela? C'est pas facile, ça. Alors pour les COV, oui, c'est très difficile, je pense. Comme tu l'as mentionné déjà pour des fonctionnements des industriels, ça on ne peut pas le prédire, mais beaucoup plus c'est par rapport à l'ozone et aux particules. Donc ma PMF normalement elle devrait me m'aider à identifier et à quantifier les sources de COV. Donc à partir de cette quantification que peut-être on va arriver à identifier la part de l'ozone et des particules qui vont être émettre après. Donc vu que je vais travailler sur 2022-2023, donc ça va me donner peut-être une idée le taux, la part de l'ozone et des particules qui vont être formées, donc produites après. Donc je pense que mon modèle de prédiction va se baser sur ces données-là. Très bien, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair.